Bonjour, et merci d'être venu dans cette projection. Et je suis là pour accompagner Marco Ekis. Je ne dirai pas plus que ça. Je vous laisse avec Marco, qui est déjà un réalisateur avec l'expérience. Ah, pardon, vous n'entendez pas? Ah, là ça va. Donc je me répète. Donc en fait, je suis là. Déjà, merci d'être venu à cette projection. Et je vais directement laisser parler Marco Ekis, qui est un réalisateur qui a déjà plus qu'une certaine expérience. Et en fait, son film est dans le cadre aussi d'une section qui s'appelle Cinéma et politique. Donc je vous invite à découvrir cette section parce qu'il y a beaucoup, je pense, de liens à faire aussi entre les films et aussi à rencontrer Marcos et à la fin de cette projection-là. Et dans les programmes, c'est indiqué les rencontres qui vont avoir lieu à la Capoesie. On aura beaucoup de temps pour discuter et sur les films et sur d'autres sujets qui sont liés à cette section-là. Merci Marco. Merci à toi. Bonsoir. Bon, il y a 8 ans que je ne vois pas ce film. Bon, peut-être je ne me rappelle pas beaucoup. Et quand même a été pour moi une expérience centrale dans ma vie de cinéaste. Je peux dire que j'ai fait du cinéma parce que je voulais raconter cette histoire qui est un peu autobiographique. Ma génération en Argentine des années 70 a été exterminée par la dictature. Et bon, ce film raconte cette expérience ponctuelle. Et après, on va voir une rencontre après si vous resterez pour les parler et pour me raconter le film que je ne me rappelle pas. Merci. Merci et bonne projection. Bonsoir et on va attendre que les génériques des fins finissent de bien installer. Bon, on est compromis, je suis là donc accompagné de Marco Ekis. Donc, je prépare toujours des questions au cas où je sais que pour le public, parfois c'est difficile d'avoir une question tout de suite, surtout sur un film de ce genre-là. Mais quand même, je préfère que ce soit le public en fait, qui lance les débats. Parce que là, oui. Donc, vous m'avez rien entendu ce que j'ai dit? Au départ, oui. Donc, voilà, s'il y a déjà des questions, je vous laisse la parole. Voilà. Avant le film, vous avez dit que c'était autobiographique. Je vais approcher le micro au cas où. Avant le film, vous avez dit que c'était un peu autobiographique. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, moi j'étais un étudiant, j'étais un maître d'école, plutôt qu'un étudiant, de 20 ans, et j'étais comme la protagoniste du film, mais j'ai changé
genre du personnage. Et moi, j'étais dans un endroit identique à lequel on a vu, mais seulement pour 15 jours. Après, j'ai été transféré dans une prison légale, on peut dire, comme les nôtres habituels, et finalement expulsé comme Italien après 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique? C'est l'expérience dans cet endroit, l'architecture de cet endroit, parce qu'elle a été reconstruite exactement comme je ne l'ai pas vu parce que j'étais toujours bandé. Mais avec tous les autres survivants, on a fait un travail de reconstruction minutieux des endroits par exemple, le ping-pong, il existait. Et, tant est que j'ai reçu des nouvelles qui ont trouvé une petite balle de ping-pong. Je suis allé les photographier l'année dernière. C'est-à-dire dans les sous-sols de cet endroit qui a été mis en air parce qu'il était détruit dans les années 80 et finalement maintenant escalado. On a fait des excavation, comme si c'était des rues romaines, pour récupérer cet espace que c'était l'endroit de torture et qui s'appelait normalement Club Atlético, c'est pas le nom Garage Olympe, le vrai nom de cet endroit. Et une autre chose autobiographique, c'est les sons, parce que comme j'étais toujours avec un band dans les yeux, la radio, le football, le ping-pong, les bruits de cette porte de fer qui s'ouvre. Alors j'ai fait un minutieux travail aussi avec la bande de son pour reconstruire cette mémoire physique que j'avais dans la tête. C'est un peu ça mon autobiographie. Tu disais tout à l'heure que tu ne l'avais pas revu depuis 9 ans, c'est ça? Oui, peut-être j'ai exagéré, plusieurs ans. Oui, non mais justement, cette signification de ne pas l'avoir revu, et tu disais, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Non, c'est un processus différent parce que ce film a pris une vie complètement détachée de moi. Après ce soir, tu l'as revu? Non. Non, ah non, d'accord, c'est la question. Je viens de revoir le final avec l'avion maintenant. D'accord. Par exemple, avec l'ombre là dans l'avion, c'est moi-même qui fais ce geste, parce qu'on était deux dans l'avion, on n'avait pas de possibilité de notre manière. Et là, je me suis rappelé de beaucoup de choses. Mais le film a pris un vie. Quand les personnes me parlent de ce film, je ne les considère pas miennes. C'est des personnes qui viennent de voir. Quel chemin il a fait dans la conscience des gens? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est devenu un moment d'histoire pour les Argentins. Par exemple, je sais qu'en Argentin est considéré le film qu'il faut voir pour comprendre visuellement qu'est-ce qui s'est passé. Toutes les écoles, après des années, l'utilisent comme matière de texte, on peut dire. Naturellement, pas les écoles mineures, mais les écoles supérieures. Et en Italie et en France, je ne connais pas bien le parcours qu'il a fait, mais en Italie, il est aussi très très connu. Par exemple, le jour que le Pope a été élu, l'autre jour, j'ai dû éteindre mon téléphone parce qu'il commençait à arriver des interviews des journalistes qui voulaient me demander, parce qu'il y a une séquence ici sur les curés, hein, que c'était un fait vrai, des curés qui collaboraient directement avec les militaires. Et moi, je n'avais rien à dire maintenant sur ce sujet, on l'a dit il y a 15 ans. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un écho de ce film dans la société italienne aussi. C'est-à-dire que c'est un film qui a pris son chemin et je pense que bien, plutôt écoutez-vous que vous l'avez vu et moi qui peux parler encore après l'avoir fait. Hai trovato il suo... Pardon? Non so, che...
Et trop bas. Excuse-moi, je sais pas si m'entend de la cabine, si on peut monter un peu les volumes. Je disais que c'est mieux pour moi de vous écouter plutôt que parler encore d'un film que j'ai déjà fait. Parce que pour moi, c'est comme comprendre mieux le film, hein, si je vous écoute. Même si ce n'est pas en question, mais en réflexion. Donc, vous avez fait maintenant. Oui, pendant ces 15 jours. Les camps de concentration, Quand vous étiez là-bas, oui. qu'est-ce qui s'est passé à moi? Oui, qu'est-ce que vous vous souvenez de ces 15 jours? Qu'est-ce que c'est? Quel souvenir? Bon, mes souvenirs, un peu, moi je les ai déposités dans les films. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pour dépositer part de mes souvenirs. Maintenant, je me souviens du film et c'est plus facile que se souvenir de ce qui s'est passé vraiment. Toute la part qui regarde qui se réfère à la fille, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, mais avec beaucoup d'autres jeunes comme moi, la torture et tout ça. Et les souvenirs, par exemple, maintenant, de ce jour-là, je viens de me rappeler d'un voisin de ma cellule, c'était exactement comme la cellule de la fille, qui était en curé. C'était un curé. Parce que les soldats gardiens, tous les matins, c'est pas les matins, les jours, la nuit, parce qu'on avait la lumière toujours à la même intensité, on ne savait pas que c'était le jour et la nuit. Mais quelques temps arrivé, disait alors, Don Juan, non? Don Juan. Donc, oui, Monsieur Jean. Ouais. Comme si c'était un curé, vous avez prié aujourd'hui. Vous avez déjà prié aujourd'hui. Ça, c'est un rappel que j'ai maintenant de ce moment. Je me rappelle aussi d'avoir fait comme la fille dans les films. En certain moment, il y a une scène où la fille écrit dans les murs des choses. On voit, il n'y a pas un crayon, c'est-à-dire que. Et ça, je le faisais tous les jours, tout le temps, pour organiser mon stratégie de vie là-bas, non? Parce que c'était pas évident ce que c'était pourrait être mon futur. S'il existait un futur pour moi, si moi je survivrais ou non, parce que c'était pas évident à ce point-là. Et ça, je me souviens aussi de l'avoir fait, que c'était bien pour moi de faire un peu d'organisation mentale des choses, hein? En écrivant simplement avec un doigt sur les murs. Et je me souviens d'une fille qui est venue à me parler en soulevant Le bandeau. Que c'était un ami à moi avec qui j'avais habité et c'était la fille qui m'avait dénoncé. C'est pour ça que j'étais là-bas. Il a été évidemment beaucoup torturé prévieusement et naturellement il a dû faire des noms et je me rappelle aussi des mots de la félicité. Le bonheur. Le bonheur de la voir vivant et bien. Pas du tout aucune rancœur. Oui, rancœur. Rancœur, parce que c'est elle qui m'avait mis dans cette situation. Et elle m'a dit, tu dois parler parce que cette gens est buena gente. Et tu dois parler parce que ces gens, c'est des gens bien. C'est des gens bien. Et il m'avait demandé, tu as vu Alejo? Alejo, c'était son fiancé. Moi, je l'avais vu il y a des jours avant et qu'il m'avait dit, regarde, il est passé ça et ça et ça avec cette fille et que c'était son fiancé. À ce moment-là, je devais partir parce que je savais qu'il était autour de moi. On n'avait pas les iPhones. Et c'était tout des rencontres dans des coins de la ville pour se dire des choses. Et chaque rencontre, c'était un risque de que quelqu'un Que quelqu'un nous suive. Et finalement, là, dans un moment de lucidité, j'ai dit non, je ne l'ai pas vu parce que
c'était telle affection pour l'avoir bien là que j'ai habría podido decir. J'aurais pu lui dire en fait, Oui, je l'ai vu hier, il est bien. Alors moi, no estaría aquí. que dans ce cas-là, il ne serait pas là. Parce que je disais que je connaissais personne et moi je ne l'avais plus vu. Si les militaires hubieran descubierto que yo mentía, no Donc si sabían. les militaires auraient découvert qu'il lui il mentait, sûrement il n'aurait jamais sorti les cellules-là. Bon, cette fille n'est jamais réapparue. Elle est morte, évidemment, il a été tué. Et cette fille a inspiré mon casting dans les films que j'ai vu. J'ai cherché un film comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Dans votre film, la fille qui est arrêtée, elle a mis une bombe on voit avant, dans le bureau du militaire. C'est pas la même C'est pas la fille qui a arrêté qui met la bombe. C'est une autre fille. Non, c'est une autre fille qui a mis la bombe. D'accord. Parce que pendant la dictature, ils ont arrêté des activistes ou ils arrêtaient de toute façon n'importe qui avait des idées différentes. Alors, c'était on peut dire que les critères, c'était toujours la dangerosité. Non? Mais c'était un critère très vaste, parce que la dangerosité, il peut être naturellement quelqu'un qui mettait une bombe ou qui avait une arme, un pistolet. Ça c'est évident, ça c'est dangereux parce que c'est quelqu'un qui peut agresser les milices. Mais la part plus moderne, on peut dire, de cette idéologie et stratégie, c'était la dangerosité idéologique. C'est-à-dire que si on fait une comparaison avec le nazisme avait un critère très clair, c'était ethnique. Tu es juif, tu es pas. Le critère en Argentine, c'était un critère idéologique dans le sens que c'était les idées que les Argentins, même ton voisin, avaient, qui sont dangereux, qui fait de cette personne irrécupérable, c'est-à-dire il faut la séquestrer, éventuellement la tuer. C'est pour ça qu'ils ont été tués des monjas, Des sœurs. Oui. qui n'ont jamais utilisé une arme, mais c'était très dangereux pour eux, des intellectuels, des journalistes, et aussi naturellement des guerrilleros, des gens armés. Mais ils avaient, je pense, que pas plus de 500. Mais on était séquestrés 30 000. C'est-à-dire que c'était la bonne excuse pour faire un autre nettoyage. Et toi, Dans tu es. votre cas, c'était juste votre travail social? Moi, j'étais près de la guérilla, mais très critique avec la lutte armée. Moi, je venais de l'Italie dans une expérience de militance dans les groupes extra-parlementaires de gauche, vraiment, italienne, où les idées de la lutte politique s'étaient avancées, je pense, dans une direction de démocratie interne, même avec tous les conflits et tout ça. Mais là, je n'étais pas absolument d'accord avec les chocs directs avec un ennemi très, très fort comme un milice. C'était idiot. Moi, je suis très critique avec l'attitude guerrière. J'étais à l'époque aussi. C'est pour ça que aussi j'étais très involucré dans l'action sociale, d'être maître pour aider les nouvelles générations à comprendre mieux la réalité. Et ça, c'était mon façon de faire la révolution plutôt que prendre une mitraillette et occuper un poste de police. Allez-y. Mais c'était quand vous étiez expulsé comme Italien et vous étiez mis dans un avion
comme ça, et vous avez laissé la famille. Qu'est-ce que ça passe avec votre famille en Argentine? Moi, j'étais seul en Argentine, mais ma famille, il avait retourné à l'Italie, à habiter. Ma mère est chilienne, mon père est italien, mais bon, ils sont retournés. Et moi, il avait 17 ans, 18 ans, et je me suis refusé d'habiter en Italie, après être vécu quelques temps. Et je suis retourné à 18, 19 ans, seul, à habiter à l'Argentine et faire les maîtres d'école. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas famille en Argentine, parce que ma mère est chilienne et mon père est italien. Et ils se sont mobilisés immédiatement après mon capture. Et ils ont voyagé en Argentine. Ce sont eux qui m'ont trouvé et ils ont fait tout le possible pour me faire sortir de la garage olympique même. Et après, ils ont laissé les choses en main de la diplomatie italienne, qui n'était pas du tout très efficiente. Finalement, moi j'étais pris par deux messieurs qui m'ont inspiré à les messieurs de Garage Olympique que vous avez vu ici, très jeunes, habillés en civil, qui m'ont porté à l'aéroport. M'ont dit, oh, toi tu ne vas pas avoir les manettes, parce que c'est pas chic dans un aéroport d'avoir les manettes, mais tu ne vas pas essuyer, non, je ne vais pas essuyer, je vais prendre l'avion, je dis. Et finalement, deux soldats de l'aéronautique m'ont accompagné au bord de l'avion à l'Italie, c'était la compagnie qui m'a porté en Italie. Et dans cette marche, parce que tous les autres passagers étaient déjà dans l'avion en attendant, un peu énervés, qu'est-ce qui se passe, il y a un retard, non? Et moi, suis arrivé au final, ils m'ont demandé, pourquoi toi tu vas à l'Italie, mais vous habitez mieux en Italie, pourquoi tu préfères? Parce que une des choses idéologiques que le gouvernement mettait dans la tête des militaires jeunes, c'est que les extrémistes disaient qu'ailleurs on vit mieux. Hein? Je dis non, tu te trompes, moi je vais habiter ici, mais je ne veux pas. Et finalement, ils me laissent dans l'escalier des avions et le capitaine de l'avion vient me prendre, il les donne à eux mon passeport et dit oui, vous avez un terroriste à bord. J'étais là. Et pendant tous les voyages, j'ai parlé avec tout le monde, c'était des Argentins et une visite à l'Italie, à la plupart d'origine italienne, en racontant exactement ce que s'était passé. Et tout le monde faisait comme ça, tourner la tête, il ne voulait pas écouter ce que je disais. Seul le steward et le capitaine même qui veut nous parler avec moi ont voulu m'écouter. Et à ce moment-là, j'avais besoin de raconter quelque chose. Et je me suis dit, bon, les Argentines sachent, mais ils ne veulent pas écouter. Et c'est la même chose que je veux dire au Pope. Oui, poser la question. Juste après le retour en Italie. Excuse-moi, il y avait quelqu'un qui d'accord, voulait poser une question. Oui. Monsieur, oui. Poser la question. C'est un thème très connu. En plus, dans les années, après 2007, il a commencé un procès, des procès. Moi, j'étais aussi témoin de ces procès, et qui ont porté à la prison, avec aussi des condamnes perpétuelles. Des condamnes perpétuelles. À la plupart des militaires. Les militaires sont tous en prison. C'est le seul pays d'Amérique latine où ça s'est passé. En Chili, ça s'est pas passé, en Brésil, ça s'est pas passé. Et les autres pays d'Amérique latine, même pas. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de vraie, on peut dire, justice, comme on peut considérer la justice qu'on a à la main, que c'est la condamne à des ans de réclusion et même la perpétuelle pour vider à toutes les générations
impression forever, comme on dit, pour toujours. Et en même temps, comme c'est un événement, on peut dire, officiel, parce que le gouvernement pousse pour que ça se passe, il y a une part, je pense, des gens et des jeunes aussi qui ont commencé à considérer ça comme trop institutionnalisé, qu'on dit bon, ok, on a déjà compris, mais ils ont peut-être perdu la curiosité de savoir ce qui s'est passé vraiment. Avant le 2007, quand il n'y avait pas la justice, et tout le monde était libre, moi je me suis rencontré comme des gens qui m'ont séquestré dans la rue même, et c'était différent parce que vraiment les jeunes voulaient savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des aspects positifs et négatifs de ce genre de justice. C'est un peu comme Nuremberg, non? C'est fait Nuremberg, ok, c'est tout fini. Non, il faut continuer à étudier et à faire justice quand même, non? C'est pas suffisant le tribunal. Et au retour d'Italie, est-ce qu'il y a une campagne non, par rapport à ce que tu as vécu ça se situe donc à l'année précise de ton retour en Italie, c'est quelle année? C'est 77. 77, donc en Italie, est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que, je sais pas, parce que moi je pense que ça a été médiatisé, non? Mon retour? Non, je te pose la question. Non, pas du tout. Personne ne savait que je serais retourné en Italie. Non, mais c'est... Je me suis mis en action immédiatement. J'ai travaillé pour le mondial. J'ai fait campagne pour dire aux journalistes italiens qu'est-ce que vous allez faire là. Ils m'ont répondu, moi, on va s'occuper du football. Et tu es retourné vivre en Argentine depuis, non? Non, jusqu'à 82, je ne pouvais pas. Oui, non, mais maintenant... Non, aller à vivre, non. Parce que, comme je vous ai dit avant, le fait qu'il n'existait pas la justice, ça faisait insupportable l'idée de vivre dans un pays. Maintenant qu'il existe, moi je le pense, mais peut-être sont passés trop des années. Et je suis désolé, mais on va devoir en fait, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais comme on a pris du retard avec tous les films et il y a des gens qui attendent pour la projection suivante, est-ce qu'il y a encore une question? On pourra en prendre une dernière. C'est quoi ton prochain film? Mon prochain film, je vais filmer un film en Sicile avec des enfants de 11-12 ans dans un quartier très dur et pauvre de Palermo. Le combat continue. Comment? Le combat continue. Le combat continue toujours. D'ailleurs, en fait, Marcos va être encore dans son rencontre la CAF aussi, où on peut parler bien plus long en fait et approfondir plus les questions. Il y a un autre film de Marcos qui s'appelle La Carrosserie Rouge, qui est aussi dans ce programme cinéma et politique, où il traite une autre question qui est très actuelle. Et donc voilà, je vous conseille de voir ça. C'est pas moins dur, mais bon, c'est différent. C'est différent. Merci beaucoup.